Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous sommes à la Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois pour cette cérémonie des vœux qui, comme vous le voyez, se tient une fois de plus en distanciel, selon l'expression consacrée. Dans quelques minutes, vous aurez l'opportunité de découvrir les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens qui se sont cette année encore illustrés. Ils auront le plaisir de nous raconter leurs actions et de recevoir le prix de la ville. Et avant de recevoir Jean-Philippe Gautret, Monsieur le maire, on vous propose justement nos vœux en images. Pour cette vidéo des vœux. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, une année donc, je le disais, qui malheureusement une fois de plus commence avec une pandémie. Malheureusement, oui. Ceci dit, on n'est pas confiné. On est obligé de prendre un certain nombre de mesures que l'on a pris, notre responsabilité depuis 2 ans. Je pense notamment au centre de vaccination, à l'hôtel de ville, auquel les Fontenaisiennes et Fontenaisiens peuvent toujours aller se faire vacciner. On ouvre des créneaux pour les enfants, le mercredi et les samedis. Les enfants à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, exactement. Et puis, on met des capteurs de CO2 dans les écoles, notamment dans les réfectoires. Donc, on est pleinement mobilisé pour faire face. Et le service public local, que je salue, à qui je veux adresser des vœux de remerciement aussi et de solidarité, parce que c'est dur. Ils ont à cœur de protéger, d'accompagner les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens pour que, on puisse continuer à vivre le mieux qu'on peut. Et donc, voilà, j'espère que ce sera une année d'espoir et de fraternité parce qu'on en a bien besoin. Oui, mais alors, bon, au-delà de la pandémie, les projets continuent quand même sur la ville. Comment est-ce que vous vous projetez sur 2022 ? Quels sont les moments en fait, un peu forts de cette année à venir ? D'abord, on a été malheureusement obligé soit d'annuler, soit de reporter les moments conviviaux de rentrée. On annule les vœux, c'est pour ça qu'on est en distanciel. Mais on reporte les vœux à la jeunesse et les banquets, j'espère, au printemps ou aux périodes un peu plus belles où on pourra notamment faire ces festivités dehors. Par ailleurs, évidemment, nos projets ne s'arrêtent pas et ne se sont pas arrêtés depuis 2 ans. On a le théâtre Jean-François Voguet qui normalement devrait être terminé cette année. On a le lancement enfin de la nouvelle médiathèque et du nouveau centre de santé en plein cœur de la Redoute avec le projet de rénovation. C'est des 2 équipements extrêmement importants, attendus et importants pour la vie des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. C'est les 2 équipements les plus utilisés par l'ensemble de la population. Et puis, par exemple, on continue la requalification d'Elaris avec la destruction enfin tant attendue du centre commercial d'Elaris. Donc, vous voyez, on continue malgré la pandémie, malgré qu'on soit obligé pour un certain nombre d'être en télétravail, le service public local, lui, il est sur le terrain, dans les écoles, dans les rues, pour protéger, soigner et surtout continuer à vivre normalement. On voit bien effectivement qu'il faut continuer malgré tout à se projeter dans un calendrier qui reste absolument difficile, mais il y a aussi la question des valeurs qui sont portées par la ville, notamment les valeurs de solidarité, de citoyenneté. Est-ce que là-dessus, en termes de politique, il y a des choses aussi auxquelles il va falloir s'attendre cette année? Déjà, on poursuit nos politiques publiques de solidarité. On en a eu beaucoup besoin lors des premiers confinements, je pense à la solidarité alimentaire, mais on poursuit et notre centre communal d'action sociale continue de manière très forte à accompagner les familles les plus en difficulté. Mais on a aussi repris notre démarche de démocratie parce que la pandémie, et notamment le gouvernement,
même si ce n'est pas toujours facile de gérer des crises, met à mal les principes démocratiques. Nous avons décidé de poursuivre sur ces principes-là. Je pense notamment au conseil de quartier qu'on repris, qui était tant attendu. On a commencé en visio, et puis on a repris, on va sûrement en présentiel, et puis on va sûrement reprendre en visio, mais on a tenu nos engagements parce que la question démocratique est pour nous extrêmement importante, et on aura d'ailleurs un moment démocratique extrêmement important cette année, puisqu'il y a les élections présidentielles. Et puis évidemment, on poursuit en matière de santé. On lance une mutuelle communale. Alors on commence par la concertation, un grand questionnaire qu'on lance auprès des habitants, mais c'est un vrai sujet de santé publique extrêmement important. Et puis on lance les travaux du nouveau centre de santé. Et on a bien vu qu'avoir une politique de santé publique pendant cette pandémie, pendant cette crise sanitaire, c'était extrêmement important. Et les villes qui portent des politiques publiques de santé sont celles qui ont le mieux résisté à la crise, même si évidemment on n'est pas en dehors du monde et que c'est dur pour tout le monde sur ces questions-là. Sur la question aussi de la solidarité, il y a l'élargissement du Pass Plus qui a été mis en œuvre. On l'élargit aux personnes en situation de handicap, extrêmement important, question ô combien importante dans notre pays, qui parfois n'a pas été une priorité pour les pouvoirs publics. Et donc, à la mesure de ce qu'on est capable de faire, on élargit la capacité de pouvoir faire des activités pour les personnes en situation de handicap avec ce fameux Pass Plus. Il y avait le Pass Plus pour les seniors, les personnes retraitées, et puis évidemment le Pass Famille, le Pass solidaire pour les familles, pour que les enfants puissent faire des activités sportives ou culturelles, élément extrêmement important pour continuer à s'épanouir. Vous le savez, à Fontenay, c'est un élément extrêmement important pour nous, l'épanouissement de tout à chacun. L'épanouissement et surtout les questions d'égalité, la politique vis-à-vis des familles, des foyers les plus en difficulté, avec notamment la gratuité de la cantine, ça continue? C'est un élément extrêmement structurant chez nous, oui. La question de la cantine. Structurant parce que c'est une question de santé publique, la question de l'alimentation. On atteindra les 100% de bio. On va tendre vers les 100% de bio d'ici la fin de la mandature. On est à un tarif au coefficient familial, et donc les familles ne payent pas le prix total que peut coûter un repas. Et on a les familles les plus en difficulté, à peu près 1000 enfants qui ne payent pas la cantine sous condition de ressources. Et puis on a un menu substitution qui permet à tout à chacun de pouvoir ne pas manger de viande et de respecter un certain nombre de régimes alimentaires, notamment ceux qui font des allergies. Et donc on a aujourd'hui un taux de participation à la cantine, un taux d'inclusion de presque 90 à 95%, qui est un élément extrêmement important. Je le dis parce que ça dépasse Fontenay, cette question-là, et j'ai fait une tribune un peu plus large pour sortir de Fontenay, parce qu'en France, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, tout se passe à table. Et vaut mieux l'apprendre petit, parce que ça permet d'apprendre la différence, la diversité, la richesse que fait la richesse française. Et dans les débats qu'on a en ce moment, c'est important, on y reviendra tout à l'heure avec nos invités. Voilà, et c'est aussi une manière justement de dépasser peut-être les fractures. Le lancement de ces assises du service public, en quoi ça va consister ? L'idée, c'est de fédérer, de dépasser les services publics qui dépendent de la mairie, mais d'y associer le service public postal, même s'il est bien attaqué, le service public du train, bref, l'ensemble des services publics qui peuvent intervenir, y compris les services publics de l'État, la trésorerie, pour lequel il y a quasiment plus d'employés et de fonctionnaires sur notre territoire. L'idée, c'est de partager la question avec les usagers, de partager la question de quel service public on veut pour demain, et en même temps de le mettre au regard des difficultés dont nous faisons aujourd'hui, auxquelles nous devons faire face, parce que l'État nous attaque. C'est le fameux débat en ce moment sur les 1607 heures. On dit qu'aujourd'hui, les fonctionnaires territoriaux à Fontenay ne travailleraient pas assez, auraient trop de congés. On parle de 13 congés, alors que leurs salaires n'ont pas augmenté depuis 10 ans. C'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, j'étais hier matin au centre de vaccination. 6 jours sur 7, aujourd'hui, au centre de vaccination, il y a des fonctionnaires territoriaux qui œuvrent pour protéger les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens. C'est eux qui ont permis que la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Et donc, c'est un peu fort de café de, là encore, les montrer du doigt. C'est beaucoup de mépris dans cette crise sanitaire. Concrètement, ça veut dire que Fontenaisiennes et Fontenaisiens seront amenés en fait à participer à un questionnaire, à ces assises. Comment ça va se passer à des réunions publiques et à des réunions de travail thématiques sur leurs attentes, partagées aussi avec les préoccupations et les difficultés des différents services publics, de telle manière à en sortir des propositions très concrètes, soit à mettre en œuvre par la municipalité, soit avec d'autres, pour qu'on puisse répondre aux besoins du service public de demain dont les usagers ont besoin.
Alors cette année encore, hein, on voit que les grands enjeux qui traversent en fait les inquiétudes de nos populations, c'est la question écologique. On a vu les méga-feux l'été dernier, on a vu des inondations chez nos voisins en Belgique, en Allemagne. On sent à quel point en fait la préoccupation autour de ces questions écologiques est en train de monter. Alors comment concrètement cela s'inscrit dans une ville comme Fontenay-sous-Bois ? On ne peut pas passer à côté de l'urgence climatique, évidemment, notamment dans une ville comme Fontenay qui est en cœur de métropole. Ça pose le problème de l'équilibre entre zones denses, zones moins denses, de la construction de logements, des espaces verts, de la biodiversité, des îlots de fraîcheur, comme on dit. La pandémie nous a rappelé à quel point on avait besoin évidemment de ces moments et de ces espaces. Alors c'est un élément extrêmement important dans notre programme municipal, mais ça fait des années qu'on travaille cette question-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans la partie nouvelle de la ville, la partie est, on a 600 000 m² d'espaces verts publics qui font des continuités écologiques et qui sont des îlots de fraîcheur extrêmement importants. Dans les années 80, on a d'ailleurs, l'ancien maire, un des anciens maires, avait fait en sorte qu'il y ait au moins un arbre par habitant dans la ville. Donc on est à plus de 52 000 arbres dans la ville et à chaque fois qu'on abat un arbre, on replante au moins 3 arbres pour le remplacer. Et donc, par exemple, en 2021, on a replanté 128 arbres et 1240 arbustes dans la ville. Ça paraît un chiffre comme ça, mais c'est extrêmement important pour continuer à travailler la question du rapport à l'urgence climatique dans notre ville. Mais on veut aller plus loin. On a mis dans notre plan local de l'urbanisme que dans chaque nouveau projet, il y aurait au moins 30% de pleine terre. Alors, ça veut dire qu'on va monter un peu plus, mais pour dégager des surfaces qui soient végétalisées. Ça veut dire qu'on ne densifie pas en termes horizontal, mais on construira plus haut. Ça veut dire qu'on ne minéralise pas toutes les surfaces, mais qu'on monte un peu pour dégager des surfaces de pleine terre qui soient protégées. Je dis ça parce qu'aux Alouettes, dès l'année prochaine, vont commencer les travaux d'un nouveau parc de 5000 m². On a racheté l'année dernière 6000 m² d'espace vert dans le jardin des Franciscains, qui est aujourd'hui ouvert au public, 6000 m² en cœur de ville. On va créer un nouveau parc dans le projet à la Redoute de 4 à 5000 m². Et puis, élément extrêmement important, dans les projets de transformation de l'espace public, on a dit qu'on allait piétonniser, qu'on allait apaiser la circulation, notamment devant les écoles. Partout où on va le pérenniser, on va transformer ces espaces publics très minéraux, c'est souvent du goudron, du trottoir goudronné. On va replanter, on va faire de l'aménagement paysager pour dégager des surfaces d'espaces publics et d'espaces verts de manière extrêmement importante. Ça va changer le rapport à la ville, ça va apaiser le rapport à la ville, mais ça va surtout renforcer la transition écologique dans notre ville et le rapport à la nature en ville auquel on est très attaché dans notre ville. On peut souvent voir des canards ou des renards de manière assez régulière. D'ailleurs, on le voit, les internautes ou les Fontenaisiennes ou Fontenaisiens nous les envoient par réseaux sociaux et qu'on rediffuse parce qu'il y a cette nature en ville extrêmement importante. C'est important à préciser au moment où la ville est très attractive, très dynamique. Donc oui, il y a des projets. Ceci dit, ce n'est pas parce que la ville se transforme que la ville se bétonne. C'est souvent parce que la ville se transforme qu'elle se végétalise et que par la conception différente qu'on a des projets, qu'on peut l'apaiser et la transformer de manière végétalisée. Alors, vous le disiez, hein, Fontenay-sous-Bois se transforme. Il y a aussi cette dynamique d'attractivité, une dynamique qui attire des entreprises, qui attire des investisseurs. Clairement, ça veut dire aussi une possibilité peut-être supérieure de financer ce type d'opération. Mais comment justement rassurer les Fontenaisiennes et Fontenaisiens par rapport à tous ces investissements et au fait que, en face, voilà, la ville se transforme, mais jusqu'où se transformera-t-elle ? Est-ce que le risque, ce n'est pas de voir une ville dénaturée ? Alors dénaturée, non, puisque je viens d'expliquer tout le contraire. Par contre, il y a plusieurs risques. À la fois, c'est une fierté d'avoir une ville attractive, premier pôle de développement économique de l'Est parisien. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi direct, mais ça crée de l'emploi indirect, parce que des emplois qui viennent, ça est bon pour le commerce, pour les commerçants, etc. etc. Par ailleurs, c'est aussi des projets d'aménagement et de développement économique, des recettes pour la ville qui permettent de financer des nouveaux projets et des nouveaux équipements. Et puis, c'est un risque, par ailleurs, auquel il faut être attentif, parce que, évidemment, une ville attractive, c'est le paradoxe, ça renforce le coût du foncier, ça renforce le prix du logement, parce qu'il n'y a pas assez de construction de logements dans l'ensemble de la métropole parisienne. Et il faut garantir justement une ville égalitaire et inclusive. Exactement. Le danger à Fontenay, ce n'est pas que la ville se paupérise, c'est qu'elle soit plus accessible aux classes populaires et
aux classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, le prix des logements, le coût des fonciers est extrêmement élevé. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cette ville reste accessible à tous. Par contre, évidemment, je peux comprendre que chacun doute sur les changements qui peuvent s'opérer dans les projets d'aménagement urbain. Ceci dit, nous venons de perdre encore un peu de population, donc on a encore la capacité de continuer à construire du logement pour être solidaire. Du logement mixte, puisque dans toutes nos opérations, on fait de l'accession à la propriété, on fait du logement locatif maîtrisé et on fait du logement social. Parce que notre volonté, c'est de rester à 30-35% de logements sociaux dans la ville, mais c'est aussi d'avoir une ville qui permette aux classes moyennes d'accéder au logement, notamment du logement familial, parce que ceux qui ont le plus de mal à accéder à un logement dans notre ville, c'est les ménages avec emploi, familles entre 30 et 50 ans, couples avec 2 enfants, ils ont du mal à accéder à un logement à Fontenay. Donc c'est notre responsabilité d'essayer de faire en sorte de leur trouver une réponse, d'autant plus qu'on a les réponses en termes de politique publique et notamment en direction de l'enfance et de l'éducation. Alors justement, quand on voit à quel point il faut une volonté politique pour mettre en place une ville inclusive, égalitaire, qui permette à tous en fait de trouver sa place, il y a aussi une dimension de citoyenneté dans cette année qui est en train justement de débuter avec, je le disais, cet enjeu de la présidentielle, des législatives, la dimension politique. On voit à quel point parfois le niveau de défiance vis-à-vis du politique est important. Alors, à Fontenay-sous-Bois, comment on fait justement pour remettre de la citoyenneté au plus près des gens ? D'abord, c'est d'avoir des élus de proximité au plus près, à portée de baffe de ses concitoyens. Non, mais c'est extrêmement important. D'abord parce qu'on n'a pas raison tout seul. Il faut écouter les avis des uns et des autres. C'est extrêmement important. On vient de faire des expérimentations. On a écouté, on a trouvé une solution transitoire pour réouvrir une rue qu'on avait fermée. Elle sera fermée que le week-end. C'était important d'écouter et d'entendre les avis de la population. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir des élus qui soient au quotidien et au contact de la population. La deuxième chose, c'est d'avoir une politique plutôt volontariste sur les outils de la démocratie. Alors ça va avec toute l'aide qu'on a en direction des associations, et je veux dire qu'on n'a pas augmenté, mais on n'a pas baissé les subventions aux associations. Elles ont à disposition un certain nombre de cars, de salles, de moyens techniques qui sont extrêmement importants pour la vivacité des associations, pendant que les moyens donnés par l'État diminuent. Et puis enfin, c'est aussi avoir essayé d'innover. Alors on l'a fait pendant la crise sanitaire avec des outils numériques, mais ça ne suffit pas. Mais on s'est rendu compte que au-delà de la crise pandémique, ça nous ouvrait d'autres publics qui n'avaient pas l'habitude de se déplacer et d'aller dans les réunions publiques. Et puis on vient de lancer, ce sera le premier budget participatif qui, je crois, au mois d'avril, on saura quels projets vont être validés par un vote. Et donc, c'est tous les projets, plein de projets dans la ville. Je ne sais plus, il y a énormément de gens qui ont répondu dans l'ensemble des quartiers de la ville. Et c'était un de nos engagements de campagne. Donc, c'est extrêmement important pour nous Le budget participatif, ça veut dire que je suis une association, je suis un particulier. Je propose en fait que la ville participe et mette en fait plutôt des particuliers que des associations. Et donc, collectivement, en fait, on peut aller voter sur le site de la ville sur qui doit bénéficier ou pas en fait, de cette aide. Je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que l'appel à projet se termine fin janvier. On l'a prolongé de quelques semaines. Et après, les Fontenaisiens pourront aller voter sur les projets qu'ils préfèrent, après instruction évidemment, puisqu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles. Et on aura le vote définitif au mois d'avril. Ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a aussi la nécessité pour les Fontenaisiennes et Fontenaisiens en fait, de se réapproprier leur ville, de se réapproprier leur espace. Vous avez mis en place aussi des balades, justement, après cette période de Covid. En quoi ça consiste ? C'est des balades urbaines pour se réapproprier les problématiques à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un îlot, sur des problématiques très concrètes de l'espace public, parce que souvent, ce qui est conflictuel, entre guillemets, c'est la question de l'espace public qui vient, où convergent différents intérêts individuels et où parfois il y a des conflits d'usage extrêmement importants dans un parc, dans une rue, et donc ça nous permet de converger les intérêts des uns et des autres et de voir très concrètement les problématiques dans l'espace public de manière très sympathique, puisqu'on l'a fait plutôt à l'automne et il ne faisait pas encore très froid et il faisait plutôt beau, donc c'était plutôt sympathique. Donc ça fait partie des choses, en fait, on peut aller directement participer à ces balades et mettre au jour justement tout ce qui peut être de l'ordre de ces conflits d'usage. Exactement. Alors, comment ne pas parler de la transformation de la ville sans parler des transports en commun
avec cette métropolisation justement qui galope, les JO qui sont à venir, le fait que vous ayez obtenu le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Fontenay-sous-Bois, c'est une victoire? Alors, ce qui est une victoire, ce n'est pas encore le prolongement, c'est qu'on a obtenu l'enquête publique qui va se dérouler le mois prochain. Et j'invite d'ailleurs l'ensemble de la population fontenaisienne à participer à cette enquête publique. Il y aura 2 réunions publiques, il y aura des cahiers à disposition pour répertorier les avis des habitants. Mais c'est extrêmement important de se mobiliser parce que c'est la dernière procédure avant que nous passions à la déclaration d'utilité publique qui verra le prolongement officiel. On peut encore espérer que le démarrage des travaux s'opère en 2028. Alors ça paraît loin, mais il y a beaucoup de procédures. C'est un dossier techniquement extrêmement long et difficile. Ça fait 100 ans qu'à Fontenay, on demande le prolongement de la ligne 1. Et là, vous touchez du doigt peut-être à ce prolongement. On touche du doigt. Si les Fontenaisiennes et Fontenaisiens, justement, se saisissent de cette enquête publique. D'autant plus que cette enquête publique avait été annulée. Il y a eu une belle mobilisation en fin d'année et que c'est une belle victoire d'abord d'avoir réussi à obtenir cette enquête publique. Mais maintenant, il faut obtenir le prolongement définitif jusqu'à Val-de-Fontenay le plus vite possible parce que c'est un besoin extrêmement important pour les habitants des villes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Montreuil, mais évidemment pour tout l'Est parisien, puisque Fontenay-sous-Bois et notamment la gare de Val-de-Fontenay, c'est la porte d'entrée de tous les Seine-et-Marnais qui passent par Val-de-Fontenay pour après se redispatcher dans toute l'Île-de-France. Donc c'est extrêmement important en termes notamment de transition écologique pour lutter contre le plus gros bouchon d'Europe de la A86 qui se trouve encore et toujours à Fontenay-sous-Bois. Alors justement, je le disais tout à l'heure, nous allons aller à la rencontre de ces Fontenaisiennes et Fontenaisiens qui se sont engagés durant l'année 2021 et auxquels la ville justement souhaite rendre hommage. Et parmi eux, il y aura les membres de l'association Métro Rigolo qui luttent justement depuis des années pour faire en sorte que le métro, la ligne 1, arrive jusqu'à Fontenay-sous-Bois. On ouvre donc ce journal avec notre mobilité, puisque des maires de l'Est parisien ont manifesté hier. Ils réclament le maintien de l'enquête publique dans le cadre du prolongement de la ligne 1 du métro, préalable indispensable à la concrétisation du projet. Au pied de Val-de-Fontenay, il y a le plus gros bouchon d'Europe de la A86. Et donc, quoi de mieux que d'investir dans les transports publics pour réduire l'empreinte écologique ? Et voilà pour cette vidéo qui nous a présenté Monique et Jean-Simon, militants fontenaisiens depuis le début, qui ont créé cette association Métro Rigolo Val-de-Fontenay que vous êtes en train de découvrir. Bonjour, bienvenue à vous. Installez-vous, je vous en prie. Prenez place auprès de nous. Alors, Monique, Jean-Simon, bravo déjà peut-être, parce que Monsieur le maire vous remet justement le prix de la ville de Fontenay. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors expliquez-nous, en fait, on évoquait à l'instant le fait qu'il y ait une enquête publique qui soit désormais mise en œuvre autour du prolongement de cette ligne 1. Vous avez créé cette association il y a donc près de 15 ans, c'est bien ça? 16 ans. Ça a été créé en novembre 2005. Novembre 2005. Ça veut dire que ça fait 16 ans que vous vous battez justement pour obtenir ne serait-ce que cette enquête publique? Racontez-nous un peu. Eh bien, ça a commencé effectivement en novembre 2005. Nous avons réuni un certain nombre de personnes autour de nous. On s'est monté en association, nous avons sollicité les élus. Il y a eu des pétitions, il y a eu des marches jaunes, etc. Et aussi des rencontres avec des journalistes. Et puis de fil en aiguille, le projet s'est monté avec de multiples vicissitudes tout de même. Pourquoi c'était si important? Comment vous avez pris conscience qu'il était important en fait d'avoir ce prolongement, ce prolongement. Alors ce prolongement était important parce que pour certains Fontenaisiens qui n'ont pas de voiture, dont j'ai fait partie pendant longtemps et dont je fais de nouveau partie, les transports pour aller à Paris en particulier étaient quand même difficiles et assez longs.
J'ai mes parents qui ont vieilli à Paris et j'allais les voir régulièrement. Et avec les bus bondés, avec les RER qui avaient fréquemment des incidents, même si maintenant il y a de l'amélioration, c'était difficile. Et donc ce prolongement peut permettre un grand gain de temps. Et nous savons que 30% de Fontenaisiens n'ont pas de voiture. Donc ça peut être vraiment une opportunité à saisir. Et au niveau du RER A, qui est quand même encore saturé malgré toutes les améliorations qu'on a faites, ça pourra vraiment être une amélioration pour les habitants de Fontenay et des communes limitrophes et ceux qui travaillent à Fontenay. D'autant qu'on l'évoquait à l'instant, hein, quand on voit le dynamisme de la ville, le fait qu'il y ait de plus en plus d'entreprises, de gens qui souhaitent venir s'installer à Fontenay, cette question en fait du désengorgement, elle est centrale. Oui, on peut le dire. C'est vrai qu'on est sur peut-être une nouvelle période pour Fontenay, le Val-de-Marne, même l'Île-de-France. Rappelons-nous que la gare du Val-de-Fontenay avec le RER a été inaugurée en décembre 1977. Ça veut dire il y a 44 ans. À l'époque, c'était quand même moins dense. Il y avait aussi moins de déplacements des usagers. Aujourd'hui, le Val-de-Fontenay, c'est vraiment autre chose. Il y a des grandes entreprises, la Société Générale, entre autres, et d'autres banques. Et c'est un nœud assez important. Jean-Philippe Cotterêts le dit souvent, c'est aussi l'entrée de tout l'Est parisien, avec des gens qui viennent du RER depuis Tournan et au-delà. Alors on imagine ce que ça vous a demandé comme énergie d'arracher ne serait-ce que cette enquête publique dont on parlait tout à l'heure, avant peut-être d'obtenir peut-être un jour le prolongement, et on l'espère, de cette ligne 1. Si je suis fontenaisienne, fontenaisien, habitant du Val-de-Marne, comment est-ce qu'on peut aider justement? Alors il faudrait participer à l'enquête publique qui va démarrer le 31 janvier jusqu'au 2 mars. Et donc émettre un avis favorable. Alors il y a 3 façons de le faire. La première, c'est d'aller écrire sur un registre, les registres qui seront déposés à la Maison du citoyen de la vie associative. La seconde, c'est de le faire par Internet, tout simplement. Et la troisième, c'est d'écrire une lettre qu'on envoie par courrier à l'adresse indiquée sur les documents. Je ne l'ai pas sous les yeux. Non, mais on la fera suivre, vous inquiétez pas. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que les fontenaisiennes et fontenaisiens qui peuvent répondre à cela. C'est-à-dire que si j'habite le Val-de-Marne, si j'habite en Seine-et-Marne, en fait, je suis susceptible de répondre? Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une enquête publique qui est ouverte à tous les citoyens, même n'importe où sur le territoire en France, notamment aussi la ville de Paris, qui est quand même partie prenante non négligeable dans cette affaire-là. Évidemment, tous les citoyens du Val-de-Marne et plus largement de l'Est parisien. Donc évidemment, on invite tout le monde à participer à cette enquête publique et à laisser son avis, qu'il soit favorable ou défavorable. Nous, on préfère favorable, mais c'est la démocratie et chacun, plus on sera nombreux à s'exprimer, mieux ce sera, je pense. Voilà, ce qui est important, c'est pas simplement j'émets un avis favorable, mais de dire pour quelle raison. Pour un gain de temps, pour... La transition écologique. La transition écologique, très important, parce qu'on sait quand même qu'il y a le plus gros bouchon d'Europe à l'est de Fontenay. C'est pas à l'honneur de la région parisienne. Et si davantage de gens pouvaient délaisser leur voiture pour prendre le métro ou le RER, ça permettrait de diminuer la consommation d'énergie et de protéger l'environnement. Et c'est aussi une question de qualité de vie, justement, à l'heure où les gens sont de plus en plus en recherche d'une meilleure qualité. Mais Monsieur le maire, là-dessus, on voit à quel point la dimension citoyenne en fait, de ces luttes, elle est importante pour faire plier. Là, je crois que vous avez obtenu ça du Premier ministre, en fait, cette enquête publique. Donc, je n'ose pas imaginer la haute lutte que ça a pu être. Et pendant 16 ans, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'efforts, oui. Derrière le rideau, il y a pas mal de sacrifices personnels, familiaux, etc. Et justement, cette pression citoyenne-là, elle est absolument indispensable dans des projets de cette envergure. En fait, ce qui est nécessaire, c'est l'alliage entre mobilisation des habitants, mobilisation collective, et que les élus portent cette voie-là. Et je crois que c'est un bel exemple de à la fois une mobilisation citoyenne extrêmement forte, qui a démarré au départ sur le prolongement jusqu'au rigolo, et puis en termes de stratégie, en travaillant entre l'association, les élus, et ça me permet de saluer
notre regretté ancien maire, Jean-François Voguet, qui avait proposé que ça se poursuive jusqu'à Val-de-Fontenay, parce qu'il avait compris que pour obtenir le prolongement de la ligne 1 jusqu'au Rigolo, il fallait prolonger jusqu'à Val-de-Fontenay, qui était là, dans un projet d'envergure régionale. Et donc, évidemment, c'est une grande satisfaction, mais ça ne suffit pas, cette victoire, et d'avoir obtenu l'enquête publique. Il faut que cette enquête publique se passe, qu'elle se passe bien, que beaucoup participent. Et puis, il va falloir qu'on aille chercher les financements, les 1,5 milliard pour ce prolongement, mais qui sont extrêmement importants, utiles pour le développement économique, d'un point de vue social, puisque en termes de mobilité, pour se déplacer, accéder à l'emploi, avoir des transports en commun, c'est important. Et puis, évidemment, pour la transition écologique, puisque il n'y a pas de transition écologique dans une métropole comme celle de la région parisienne sans développement d'infrastructures de transport public et collectif. Surtout quand on voit à quel point aujourd'hui la question en fait, de la mobilité est devenue quasiment un droit humain fondamental. Tout à fait. Donc ça veut bien dire que, bon, ça fait 16 ans, il y a eu beaucoup de sacrifices, mais peut-être que ce n'est pas encore terminé. Non, mais on a l'énergie, on a retrouvé l'énergie parce que le fait que cette enquête publique ait lieu, ça nous encourage et on va continuer. Bon, bravo. Oui. J'allais dire, la route est encore longue, mais dans ce genre de projet, l'histoire a montré que ce n'est pas des projets qu'on fait pour 10 ans ou même pour 50 ans. Je reprends quelques exemples. La ligne de train Londres-Manchester, elle date de 1837. Ça veut dire 185 ans. Le port de Séville, c'est 500 ans d'histoire. Celui de Hambourg, c'est 800 ans. Cette ligne de métro, quand elle sera construite, elle restera pour l'éternité. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc c'est des grosses sommes, des gros enjeux, mais c'est construit pour très 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 longtemps. Ouais, donc c'est effectivement quelque chose de structurel en fait et qui redessinera nos espèces de vie, la ville, nos mobilités. Tout à fait. Et donc ouais, il faut pas avoir. Ce que j'entends, c'est qu'il faut sortir peut-être des petits comptes d'apothicaire et que 1,5 milliard eu égard à ce que cela dessine, ce n'est peut-être pas grand-chose. Voilà. Merci. Alors, Monique Jean-Simon, bravo, merci encore. Et bien entendu, on peut retrouver toutes ces informations sur le site de l'association, sur la page Facebook, Association Métro Rigolo Val-de-Fontenay. Et bien entendu, l'enquête publique à laquelle vous pouvez bien entendu tous répondre. Merci à vous et à très bientôt. Et on continue avec deux Fontenaisiens mis à l'honneur. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas être avec nous car ils vivent au Mexique. Mais vous allez pouvoir découvrir quelques images de la remise de leur prix et bien sûr de leur film qui a été récompensé par le prix Albert Londres dans la catégorie audiovisuelle il y a quelques semaines. Leur film, il s'appelle On the Line, les expulsés de Trump et c'est Alex Gohary et Léo Mattei dont on va faire la connaissance. Et donc les lauréats du 83e prix Albert Londres dans la catégorie audiovisuelle sont Alex Gohary et Léo Mattei pour On the Line, les expulsés de l'Amérique. Trabajé mucho para que mis hijos lograran sacar su universidad. Y de repente te encuentras en otro lugar sola. El delito mío es haber entrado indocumentada. Alex, je te remets le prix de la ville 2021. Je t'en prie. Merci beaucoup. On est très fiers de pouvoir te le remettre à toi et Léo qui ne pouvaient pas être là ce soir. C'est pour le prix Albert Londres et pour le documentaire On the Line. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots qui, je crois, parle des migrations auxquelles on est très attaché à Fontenay-sous-Bois? Ouais, alors en quelques mots, c'est un film qui parle de Mexicains qui ont vécu toute leur vie aux États-Unis et qui ont toute leur vie été illégaux ou pas d'ailleurs. Et à un moment donné, il y a un petit grain de sable, il y a un petit souci qui fait qu'en quelques heures, ils sont renvoyés ou envoyés au Mexique, à Tijuana, de l'autre côté du mur. Et en fait, on s'est intéressé à leur parcours à partir de ce moment-là, parce que c'est toujours le résultat de politiques inhumaines et qui déchirent des familles, etc. Donc, on a essayé de suivre 3 de ces personnages. Il y a des centaines de milliers d'expulsés chaque année, et on fait le portrait de trois d'entre eux. Voilà. C'était issu d'une décision brutale du gouvernement Trump. C'est ça. Alors, le gouvernement Trump a appliqué cette politique avec beaucoup de véhémence,
Mais en fait, ça fait même auparavant, sous Obama, sous Bush Junior, sous Clinton même, les États-Unis ont toujours une politique extrêmement violente envers ces immigrés. Et donc, voilà, plus globalement, c'est le résultat de la politique américaine sur la migration. Alors en France, ça fait écho évidemment à Fontenay, dans ce lieu particulier où on est ce soir, puisqu'on est à la Maison du Citoyen qui a accueilli tous les réfugiés politiques sud-américains dans les années 70 qui sont restés en France, donc qui participent aussi à la vie collective fontenaisienne, et dans un contexte en France où on parle beaucoup d'émigration. Tu as dû, avec ton collègue Léo, ça a dû faire beaucoup écho en France, la reconnaissance du prix Albert Long pour le documentaire, puisqu'on est en pleine actualité présidentielle et qu'on n'arrête pas de parler de migration et du problème de l'immigration, alors que dans notre ville, on considère que l'immigration, c'est plutôt une bonne chose. T'as dû pas arrêter, on a dû beaucoup de solliciter sur ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Alors, à un niveau global, évidemment, en faisant ce film, ça résonne énormément avec les situations qu'on peut voir en France. Nous, notre film, il traite justement de ces gens qui sont dans un entre-deux, qui sont ni complètement des États-Unis, ni complètement du Mexique, qui sont, pour être un peu vulgaire, ils ont le cul entre deux chaises, et ça, on sait que partout dans le monde et en France, il y a des gens qui sont dans ces situations-là. Et donc en ce moment, on entend beaucoup parler d'identité, de qu'est-ce que c'est être français ou pas et tout. Donc voilà, nous, ça nous met d'autant plus en colère avec Léo que en travaillant pendant plus d'une année sur ce film, on se rend bien compte que les identités, elles sont jamais définies comme ça, c'est jamais tout noir, tout blanc. Et donc le jeu politique nauséabond qu'il y a en ce moment en France notamment, évidemment que ça résonne, et qu'on espère que ce film il puisse faire un peu bouger les mentalités, sans prétention, mais en tout cas c'est un beau prix qu'on a reçu, qui fait du bruit, c'est pour nous c'est une grande récompense. Donc, qui va vous permettre d'être plus en vue aux États-Unis, dans le monde Je ne sais pas, mais en tout cas, la suite du film, pour l'instant, de la vie du film, c'est de sortir en salle, dans les salles de cinéma au Mexique et aux États-Unis. On espère et on discute avec des plateformes pour éventuellement qu'il soit vu aussi. Voilà. Et s'il n'est pas vu aux États-Unis, on ira le projeter sur le mur à Tijuana pour diffuser aux États-Unis. On trouvera des moyens d'essayer de le faire voir, et notamment peut-être le diffuser sur le mur qui sépare Tijuana des États-Unis, par exemple. On est très fiers pour le contenu, mais très fiers aussi pour les jeunes talents, puisque je crois que tu as grandi à Fontenay, et donc c'est aussi ça le prix de la ville. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes réalisateurs, aux jeunes vidéastes, à des jeunes tout simplement qui se lancent dans des projets fous et qui aujourd'hui ont des récompenses telles que vous avez? Vraiment, ça fait écho pour nous, sincèrement, parce que la première fois qu'on a touché à une caméra, qu'on a commencé à essayer de faire des choses, etc., c'était à Fontenay, c'était avec les moyens soit de la ville, soit des réseaux associatifs qui existent, etc. Et on a été filmer des concerts de rap à la salle Jacques Brel, des événements de boxe organisés par Mehdi Labdouni, etc. Donc, j'ai envie de dire que, en fait, c'est vraiment complètement possible. Il faut croire au projet qu'on a envie de mener, et que quand on a la chance d'être dans une ville comme ça, multiculturelle, ouverte sur le monde, où on vient pas nous fermer les portes pour nos identités, justement, et ben faut en profiter, il faut foncer, et puis voilà. Eh ben merci beaucoup. Alors Jean-Philippe Gautrin, on vous voit justement remettre le prix à Alex Gohary et Léo Mattei, qui sont donc des Fontenaisiens. Ils étaient de passage à Fontenay pour ces fêtes. Est-ce qu'on peut espérer peut-être voir leur film d'ici quelques semaines? On aimerait bien projeter le film au Cosmos au mois de juin. Il y a peut-être une chance qu'il puisse être présent avec notamment un des personnages du documentaire. C'est pour nous important, d'abord parce que on met en valeur des talents qu'on grandit à Fontenay, et puis surtout ça parle des migrations, et dans la période on a bien besoin de dire que la migration c'est une belle chose, et en tout cas Fontenay reste et restera une ville accueillante.
Alors rendez-vous peut-être sur le site de la ville pour avoir les dates précises de leur venue à Paris et la date de projection donc au cinéma Le Cosmos. Alors on continue avec cette remise de prix et les prochains lauréats sont l'association ASEL, Association socio-éducative des Larisses, représentée par Nesrine, Walid et Fahim, une association justement qui a créé en fait une épicerie sociale il y a de ça plusieurs semaines en lien avec le CCAS de la ville, une manière de faire vivre la solidarité au service des Fontenaisiens. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Merci. Et peut-être avant d'entamer une conversation sur ce qui vous a conduit à créer cette épicerie, on va peut-être découvrir ce lieu avec quelques images. Écoutez, bravo et ce prix remis par le maire. Qu'est-ce qui vous a conduit, expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette épicerie? Eh bien, il faut savoir que, je vais laisser la parole à mes collègues. Je donne la patate chaude en fait aux autres. Ah d'accord, vous êtes comme ça. Non, je plaisante en fait. Ce qui nous a poussé en fait, il faut savoir que l'ASEL œuvre sur le front du socio-éducatif depuis maintenant bien plus de 20 ans. Et il y a des réalités qui évoluent et qui sont bouleversées. Donc, on essaye de s'adapter, de répondre aux besoins le plus proche des habitants. Et il s'avère que le problème en fait, l'écart s'est creusé au niveau de la société. Vous savez bien que les personnes qui sont sous un seuil de pauvreté, beaucoup plus ces dernières années. Ouais, donc, elles se sont paupérisées, elles se sont précarisées encore plus. C'est ça. Et notamment au Laris, vous avez été créé en 91, c'est ça? C'est ça, en effet, en 91. Et puis, on n'a pas fait que... si vous voulez, on a fait pas mal de périscolaires, de soutien scolaire. Après, il y a eu pas mal de mouvements. On a fait des ateliers de couture. On a fait comment on appelle ça, pardon, des actions humanitaires. Des actions humanitaires, merci. Et pas mal d'activités. Puis là, récemment, on s'est lancé sur l'épicerie solidaire parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on s'est heurté une réalité qui est présente. Oui, une réalité qui, j'imagine aussi, Nesrine, a été accentuée par la crise du Covid, peut-être. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous avez senti monter, en fait, ce besoin? On a vu qu'il y avait une grosse fracture sociale, déjà. On a vu qu'il y avait une grosse fracture sociale parce que les gens venaient nous voir directement et nous demander notre aide. Et ça s'est accentué, c'est vrai, avec le Covid. Vu que les personnes ne travaillaient plus, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, ils ont perdu une perte d'emploi. Elles avaient perte de revenus, donc et comme ils nous connaissent acteurs dans le quartier, ils s'orientaient naturellement vers nous pour nous demander si on pouvait contribuer à pallier ce besoin. Et après, grâce aussi à de donateurs, à toute la chaîne humaine qui s'est mise entre les bénévoles, entre tous les acteurs, donc la mairie et d'autres bénévoles qui bien sûr qui nous ont accompagnés, on a pu répondre à ce besoin. Mais du coup, vous êtes soutenu par l'ANDES, l'Association nationale des épiceries solidaires. À quel moment vous vous êtes dit que c'était une épicerie solidaire qu'il fallait sur ce quartier? Parce que vous auriez pu faire aussi de la distribution et... On a fait de la distribution. Ouais. On a commencé par des distributions. On a commencé par faire des colis alimentaires. Ça fait plusieurs années. C'est l'action Un mois, une famille. Ouais. Donc on a commencé par ça déjà. Donc on a commencé par faire des distributions. Et il s'avérait que c'était
il y avait un grand... ça ne suffisait pas. C'était pas suffisant. Il y avait un grand besoin. Et donc, ça s'est révélé effectivement par rapport au Covid. Donc, on a décidé avec un projet ensemble, en commun, une épicerie solidaire peut-être serait plus avantageux et plus adapté à la situation. Et alors, comment ça se passe avec les bénévoles, une épicerie solidaire au quotidien? Au quotidien, alors ils viennent, il y a des permanences. Il y a des permanences le jeudi et vendredi, il me semble. On va commencer par le lundi. Ouais, le lundi. Il y a des permanences. Et en fait, ils viennent, ils se servent, par rapport à leur quotient familial, voilà, ils peuvent venir et se servir, ils ont un certain montant et ils sont accueillis par Nesrine qui est sur place. Qu'est-ce que ça veut dire justement de la capacité des associations à être les premiers à voir le besoin qui se crée sur un territoire? C'est vraiment les vigies, en fait. On se rend bien compte de ça dans un moment comme celui qu'on traverse, qui est un temps de pandémie. C'est hyper important, c'est complémentaire parce que l'action publique ne peut pas tout. Et malheureusement, ce que vient de raconter notamment Fahim et Nesrine sur le besoin exponentiel depuis la crise sanitaire, qui a complètement explosé les besoins alimentaires de première nécessité. C'est un projet qui, je trouve, vient compléter les trous dans la raquette que la collectivité ou la puissance publique ne peut pas sentir, aller voir. Et puis, il y a un côté proximité des associations qui sont encore plus en prise directe. Et donc, c'est extrêmement important de les soutenir. Et ce n'est pas toutes les associations, toutes les épiceries solidaires qui sont soutenues par l'Andes. Je le précise parce que c'est aussi une des discussions qu'on avait eues au début quand notamment Fahim était venu nous présenter le projet. Et être soutenu par l'Andes, c'est aussi un gage de reconnaissance et de qualité du projet. Et donc, c'était important, dans cet esprit de solidarité dont on a effectivement bien besoin, encore plus pendant le Covid, c'était important de soutenir leur projet et surtout de les mettre en valeur parce qu'en plus, on a quasiment le même âge. Donc voilà, c'est aussi montrer qu'à Fontenay, de manière différente, on peut... Il y a des énergies, quelles que soient effectivement les générations. Tu peux le dire, on était à l'école ensemble. Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Juste une petite rectification en fait, sur le partenariat avec Andes, il est en cours en fait. Ils nous ont aidés à se lancer, à mettre on va dire, le train sur les rails et l'affiliation, ou du moins l'adhésion, est en cours. Normalement, elle sera prochaine. Et quels sont les publics du coup? Est-ce que vous avez été étonné des typologies de gens que vous avez reçus, qui vous ont demandé votre aide? Est-ce que... Il y a tout type de public, oui, il y a un peu de tout. C'est assez large, hein. J'ai envie de dire que c'est aussi riche que ce que peut contenir une cité en fait. Ça part de tout, c'est vraiment il y a des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils ont eu on va dire un petit accident de parcours, ils ont des gros frais. Ils ont eu des gros frais sur un mois et ça fait un trou, comme il disait tout à l'heure, dans le budget. Et c'est des gens comme un peu vous et moi qui sont dans la difficulté. Parfois provisoire, parfois sur le long terme, et qu'il faut être en capacité d'aider. Ce genre de situation, c'est souvent sur le court terme. Après, les longs termes, on les connaît, puisque comme disait Jean-Philippe, on fait partie du quartier, donc on est proche, on a ce lien de proximité avec les habitants, donc on connaît leur situation et on connaît la situation des personnes qui ne pourront pas changer. Je prends en exemple les retraités. Une personne qui a une retraite, je dis, de 1 000 € et qui a un loyer de 700 €, elle a 300 € pour se nourrir et quand vous faites les calculs, une personne retraitée, sa situation ne changera pas. Oui. Elle n'a pas les moyens de trouver augmenter ses revenus. Exactement. Donc ces personnes-là, on est plutôt sur du long terme. Combien vous comptez de bénévoles du coup dans l'association désormais, toute action confondue? Alors, toute action confondue, on est à peu près 8 à peu près. Voilà, toute action confondue parce que... Pardon, j'irai un peu plus large parce que quand tu rajoutes les maraudes, avec les petits jeunes que tu as inclus, je montrais une quinzaine. Oui, c'est vrai, une quinzaine parce qu'en fait, effectivement, on a plusieurs activités, notamment les maraudes du vendredi. Où on va sur Paris en partenariat avec la mairie, avec le SMJ, on prend des jeunes de la ville et on les emmène faire des maraudes.
sur Paris. Donc oui, effectivement, on est à peu près une quinzaine. Et on voit bien que voilà, il y a la dimension solidarité, mais du coup, il y a aussi une dimension un peu de citoyenneté. C'est-à-dire que vous poussez un petit peu ces jeunes à s'ouvrir sur le monde, quoi. Exactement, exactement. Pourquoi c'est important, justement? Parce qu'on est le fruit de... En fait, nos anciens, nos grands frères ont pris soin de nous, ils nous ont encadrés, donc c'est important, ils nous ont transmis ce relais. Et pour nous, ce relais, c'est une responsabilité, c'est important pour nous de le relayer bien comme il se doit. Nesrine? C'est ça, on a tout dit. On voit que effectivement cette dimension à la fois de solidarité, d'intergénérationnel, de faire ensemble, de collectif, de se dire bon allez hop, il n'y a pas que l'action publique en fait, c'est extrêmement important. J'imagine que c'est pas qu'au Laris en fait qu'on voit ce genre d'action. Non, mais c'est beaucoup dans les quartiers populaires quand même, où au contraire de parfois des stéréotypes qu'on a, des stigmatisations, la solidarité est extrêmement forte. Il y a des réseaux de solidarité, de fraternité qui se créent et qui, fort heureusement, se renforcent dans les périodes de crise. Et en plus, c'est plutôt une association jeune, même si de jeunes aujourd'hui, même si les années passent, comme dirait Fahim. Il n'empêche que ça mobilise des jeunes et c'est important de faire passer ce message-là parce qu'on a besoin encore plus en ce moment d'engagement, quel qu'il soit d'ailleurs, pour essayer de s'ouvrir aux autres et de faire en sorte de donner un peu de son temps pour son prochain. Écoutez, merci en tout cas et bravo. Et on souhaite une grande vie à cette épicerie et à toutes vos actions. On continue avec les prochains lauréats que vous allez découvrir en images avant de les recevoir ici sur ce plateau. Il s'agit de l'entreprise Catalion, une entreprise fontenaisienne. On regarde. Et voilà pour ces quelques images de l'entreprise Catalion dont nous recevons avec plaisir Pascal et Ariel, les dirigeants, et Ariel qui est la petite fille des fondateurs de cette entreprise, et ils vont nous raconter en fait en quoi cela consiste de fabriquer des oligo-éléments. Bonjour Pascal. Bonjour Ariel, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, moi qui suis une béotienne absolue, les oligo-éléments, c'est quoi ? Alors, les oligo-éléments, on en a partout dans notre corps. Ouais. Et à quoi ça sert ? Ça sert à faire fonctionner les différentes réactions de l'organisme. Donc, c'est indispensable pour que nos cellules se développent, se reproduisent et que nos organes se réparent. Et alors, vous êtes installé donc à Fontenay. Vous comptez une trentaine de salariés, 27 je crois, c'est bien ça. Oui. Et ça veut dire que vous faites tout ici à Fontenay depuis toujours en fait ? Alors avant, on était une entreprise parisienne, puisque c'est mon grand-père qui a créé le laboratoire Catalion en 1960. Et il a mis au point un procédé breveté de fabrication d'oligo-éléments. Donc les oligo-éléments qui sont les fameux petits métaux que nous avons dans le corps, le magnésium, le zinc, le cuivre, le fer, le silicium, et qui nous font du bien parce que ça nous permet de reconstituer tous nos tissus, nos cheveux, nos ongles, nos articulations. Et il avait créé donc ce laboratoire parce que sa femme, ma grand-mère, était malade et qu'à l'époque, les oligo-éléments étaient très connus. Et il a déposé un brevet de fabrication pour une fabrication naturelle d'oligo-éléments. Et puis, la société a pris de l'ampleur et on était trop petits. Et donc, du coup, on a cherché à s'agrandir et on s'est dit, on voulait être proche de Paris et on a pensé à Fontenay-sous-Bois parce qu'on avait visité, on s'est dit que ça pouvait être une ville intéressante pour s'y installer. Et on a trouvé un local et maintenant ça fait 4 ans que nous sommes présents sur Fontenay. Donc ça veut dire, Pascal, que sur Fontenay, vous avez des lignes de production de tous ces oligo-éléments. Vous êtes venu avec des bouteilles de zinc, notamment. Une série spéciale pour souhaiter la bonne année, qui marque notre savoir-faire, ce qu'on fait tout jusqu'à remplir, faire les étiquettes.
Et d'ailleurs, qu'on a le plaisir de vous offrir. Ah bah. Voilà. Et puis Super. aussi. Alors en plus on dit que le zinc en ce moment contre le Covid c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Hein. Bonne année, bonne santé avec donc Catalion. Voilà, je fais de la publicité. Zinc 2022. Et alors où est-ce qu'on vous trouve du coup si voilà on veut vous trouver, vous acheter? Principalement dans les magasins naturels, diététiques, ce qu'on appelle les magasins spécialisés en alimentation biologique, les Biocoop. Et tous les magasins, on a plus de 1700 clients en France. Et en 2021, c'est entre 400 et 500 000 Français qui ont acheté au moins une fois dans l'année des oligo-éléments Catalion partout en France. Mais parce que comment vous expliquez cette espèce de regain d'intérêt peut-être? Vous disiez à l'instant que voilà, à l'époque où votre grand-père a créé cette entreprise, les Français savaient qu'en fait il était bon, par exemple, pour les douleurs de prendre du silicium, le magnésium. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce regain d'intérêt pour ces oligo-éléments? Il y a plusieurs facteurs, mais je crois le fait d'être une société française, le fait aussi d'être dans des formules très simples, car sans oligo-éléments et sans vitamines, il n'y a pas de vie. Et donc, il y a une volonté d'aller vers des choses simples, vers une société aussi qui incarne les valeurs que les gens veulent, et puis tout simplement parce que on redécouvre que c'est des constituants qui sont indispensables pour l'immunité. C'est 200 à 300 réactions enzymatiques le zinc, c'est vous dire. Et ça, effectivement, on a tendance à le redécouvrir, alors par temps de pandémie peut-être, mais aussi dans une société qui cherche de plus en plus de bien-être, c'est une manière de se reconnecter à soi et à son corps, c'est ça aussi derrière? Oui, tout à fait. Donc on a par exemple les femmes enceintes qui vont l'utiliser pour une meilleure grossesse. Et l'avantage qu'on a avec les produits Catalion, ce sont des produits naturels. Et donc ça aussi, ça intéresse nos clients. Et la preuve, c'est qu'on est distribué essentiellement en boutique bio. Et c'est par cet intermédiaire qu'en fait, les clients peuvent découvrir et prendre soin de leur corps, de leurs articulations, mais aussi tout le fonctionnement digestif, le système immunitaire. Voilà, ça couvre énormément de besoins. Qu'est-ce que c'est pour une ville comme Fontenay? Alors on sait qu'il y a beaucoup de tertiaires dans cette ville, mais voilà, d'avoir une industrie qui est en train en plus mais au-delà même de percer, c'est-à-dire qu'on redécouvre à quel point ces ingrédients naturels sont importants. Qu'est-ce que ça représente pour la ville? D'abord, ça montre qu'on a un tissu économique historiquement très diversifié, notamment de petites et moyennes entreprises, inscrites dans le territoire et productives. Parce que le danger des métropoles, de la métropolisation, c'est qu'il n'y ait plus de production en cœur de métropole. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Après, ce qui est aussi très important pour nous, c'est que c'est une entreprise à taille humaine, inscrite dans le développement du territoire, et puis sur des problématiques évidemment auxquelles on est attentif sur le rapport à se reconnecter, le bien-être, reconnecter à la nature, faire attention aux questions de transition écologique. Ça participe aussi de ce qu'on porte politiquement dans la ville. Et je trouve que c'est intéressant de montrer qu'on peut faire de l'économie, qu'on peut faire montrer un modèle économique qui soit différent mais qui soit productif et qui montre qu'on peut faire des choses bien, y compris dans le système économique classique, et encore plus à Fontenay-sous-Bois. Et justement, alors le choix de Fontenay-sous-Bois, vous disiez, on cherchait à s'agrandir, donc on se dit, tiens, pourquoi pas Fontenay? Et alors au bout de 4 ans, le bilan à Fontenay-sous-Bois, c'est quoi? On cherche à s'agrandir, toujours à Fontenay-sous-Bois. Donc on a sollicité Monsieur le maire pour justement un projet d'agrandissement parce qu'on s'y plaît, on ne cherche pas à déménager en dehors de Fontenay. Et le fait que nos sociétés, les produits ont du succès, on a besoin de se développer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'avantage de l'industrie, c'est que ça réunit plusieurs métiers. C'est-à-dire que on a des ingénieurs chimistes, des techniciens de laboratoire, mais on a aussi des opérateurs de conditionnement, des préparateurs de commandes, et puis tout l'administratif, et puis aussi des conseillères clientèle. Donc vous avez tous ces métiers qui sont d'horizons divers, qui finalement travaillent ensemble. Donc vraiment une société diverse. Une micro-société, en fait, voilà, c'est ça, c'est ça, où tout le monde se rencontre et partage. Ce qui est de plus en plus rare dans ce métier. On est adhérent au syndicat des fabricants de compléments alimentaires. Et quand on a expliqué notre métier à des gens qui font des centaines de millions d'euros, ils nous ont regardé avec un air de « ça se fait encore ». Car de A à Z, on fabrique notre produit et c'est une exception car beaucoup font du marketing et ils font fabriquer à droite et à gauche, ils ne maîtrisent pas complètement la ligne de fabrication. Et voilà, et ça c'est une fierté pour nous. Et puis Fontenay aussi parce que c'est aussi la ville des fontaines.
Et l'eau, pour nous, c'est important. On la bichonne, on fait quelque chose, on la dynamise, etc. Et parfois même, j'ai un rêve comme ça qu'on puisse réactiver une fontaine et que peut-être un jour, nos catalions seront même issus d'une fontaine de fontaineisienne. Voilà, de fontaineisienne. Le message est passé. Le message est passé, monsieur le maire. Là, justement, on vous remet le prix de la ville. Et alors, on parle justement de nécessité de relocaliser, de recréer de l'emploi en fait au plus près des gens. On sait à quel point justement la pandémie et la manière dont les lignes logistiques ont pu être brisées parce qu'on attendait des livraisons au bout du monde. Voilà, ça a aussi conduit des grosses entreprises en fait à avoir des difficultés d'approvisionnement. C'est dire à quel point c'est extrêmement important en fait de pouvoir se dire qu'il est possible de faire au plus près de chez soi, quoi. D'avoir une filière complètement française à proximité avec des métiers différents. Ça montre aussi qu'il y a des savoir-faire et qu'il faut travailler la formation. On n'est pas tous destinés au même métier. Et notamment les métiers avec des savoir-faire, c'est extrêmement important et donc on est très fiers de pouvoir à notre juste échelle essayer de les accompagner. Donc effectivement on espère qu'ils pourront continuer à se développer à Fontenay, puisque notre ambition c'est de continuer à garder cette diversité sur le tissu économique. Exactement. Donc je rappelle, Catalion, et là c'est Zinc 2022. Voilà, c'est la cuvée Belle Année et bonne santé à tous. Merci beaucoup Pascal, Ariel, Catalion. On continue avec nos derniers lauréats. Il s'agit, vous allez les voir, de médaillés olympiques à Tokyo 2020. Cécilia Berder, escrimeuse, médaille d'argent en équipe, et Axel Clerget, judoka, médaille d'or en équipe. Ils sont tous les deux fontenaisiens. On regarde. La grande force d'Axel Clerget. Ah, c'est trop bien. Ah là 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 là, c'est beau. Attention à la prochaine pénalité pour l'un comme pour l'autre. Essayez de donner un deuxième point à la France. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Cécilia Berder, l'arbitre est parti consulter immédiatement la vidéo. Alors s'il donne la touche à l'équipe de France est en finale. Allez, c'est fait. Et c'est fait. Qualification d'équipe de France. Médaille pour l'escrime. Pour la finale des Jeux Olympiques. Elle n'y croit pas, Cécilia Berder, regardez. Ah, c'est génial, c'est beau, elle le mérite tellement. Il a le foncier, le français. Il a le mental. Et il a le mental. Allez, c'est bon, ça va le faire. La France est championne olympique. La France est championne olympique par équipe. Ici au Japon, c'est un exploit monumental. Ah, ce qu'ils ont fait là, mais c'est... Ouais, ils rentrent dans l'histoire. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Et voilà pour ces images. Rappelez-vous, c'était cet été et ça nous a tous beaucoup touchés. Alors on a la chance d'avoir avec nous Cécilia Berder, escrimeuse, médaille d'argent en équipe, et on découvre votre médaille. Axel Clerget, judoka, médaille d'or en équipe, un match qui nous a tenus absolument en haleine. Je suis sûre que vous comme moi, vous étiez devant votre télé en mode caché derrière le coussin, il faut qu'il gagne. Évidemment. Évidemment. Bienvenue tous les deux. Merci. On est ravis de vous recevoir. Et vous avez donc vos médailles autour du cou. On va vous remettre, voilà, une autre médaille, la médaille de la ville de Fontenay, le prix de la ville de Fontenay. Il y a vos noms dessus. Génial. Merci. Merci. Bravo. Merci. Et alors, qu'est-ce que ça a fait en fait de revenir en France avec ces médailles autour du cou après cette aventure? On a eu la chance, quand on est rentré très rapidement, nous, après notre épreuve par équipe, d'aller au Trocadéro et de retrouver le peuple français. Et on s'est senti rockstar. Et en tant qu'escrimeuse, c'est très rare de se sentir rockstar. Et c'était incroyable. Les gens, au-delà de vous dire bravo, ils vous disaient aussi merci, parce que vous nous avez fait penser à autre chose. Et il y avait tellement de cet élan, cette bienveillance, qu'on est rentré, on s'est dit, je suis contente d'être chez moi et je suis contente de partager ça avec eux. Donc la médaille, elle est partie dans tous les sens. Et c'était bon de retrouver ça et de partager ça avec tout le monde. Faut dire qu'en fait, effectivement, vous êtes arrivés comme
comme une parenthèse ensoleillée en fait après 1 an et demi de Covid. Bon, on n'est pas sorti du Covid, mais vous êtes avec nous aujourd'hui. Mais du coup, il y a vraiment, Axel, que le sport qui est capable en fait de nourrir à ce point les émotions. Effectivement, je pense que tout le monde avait besoin d'un peu de cette parenthèse enchantée et ça a fait du bien à tout le monde de sourire, de voir de la joie, de voir des gens s'entrelacer. C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis quelques mois et on en avait besoin et c'est vraiment ces merci qui nous ont touchés au retour. Les gens nous ont tous dit voilà, vous nous avez égayé notre mois d'août, vous nous avez fait pleurer et donner des émotions aux gens comme ça, c'est juste magique. Il n'y a que le sport qui peut faire ça et on est hyper reconnaissant de pouvoir donner ça aux gens. Et alors justement, tous les deux, cette espèce de moment juste avant de comprendre en fait que la médaille elle est pour vous, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Est-ce que avant que cette Marseillaise qu'on a entendue à l'instant la retentisse, est-ce que vous pensez justement à tous ces Français qui vous ont regardé derrière la télé? Comment ça se passe? Moi non, parce que je vous dire, je suis sur l'Italie en demi-finale, il me reste une touche à mettre, j'ai mon sabre, il est comme ça, il tremble, mes jambes elles tremblent. On regarde l'équipe qui est prête à me sauter dessus. Et on pense pas non plus à tous les Français qui sont à la maison, qui sont restés, mais on sait que c'est quelque chose d'important. Et quand on met la dernière touche, on sait qu'elle est pour nous. Mais moi, j'étais à un moment de latence où je regardais l'arbitre. C'est bon, vous allez bien me la donner, c'est bon, c'est ok, on valide. Point pour moi. J'ai même eu du mal à réaliser. J'étais en mode, et ok, c'est vraiment en train d'arriver, ce qui est en train de se passer. Et c'était le temps que ça monte jusqu'au cerveau et que le corps, il repose un peu par terre. C'était bon. Ouais. Oui, mais c'est surtout que et pour l'un et pour l'autre, c'est pas vos premières médailles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux médailles-là? C'est les médailles olympiques. Ça... Déjà, elles sont en équipe. Pour tous les deux. Et donc elles sont partagées, donc elles ont beaucoup plus de valeur émotionnelle et de partage, et c'est génial. Enfin, voilà, parce qu'on est tout un groupe ce jour-là, plutôt que d'être d'habitude dans notre soirée individuelle. Là, on vit la journée ensemble et c'est génial. Et puis après, c'est les Jeux Olympiques, voilà, il y a des retombées incroyables. On a vécu des moments magique au Trocadéro et après chacun de notre côté avec nos différents sponsors ou nos villes d'origine, nos clubs d'origine, on a vécu des moments juste dingues avec les gens et il n'y a que les Jeux Olympiques qui font ça parce qu'une médaille de championnat du monde, j'en ai eu, il n'y a pas du tout cet impact-là. C'est vrai, ouais. Ça n'a rien à voir une c'est la rareté de l'événement en fait, d'avoir ça tous les 4 ans et là en plus c'est 5 ans qu'on l'attendait. La rareté de l'événement fait que tout est précieux, la piste pour nous elle est magnifique, la chambre d'appel elle est époustouflante, l'ambiance qu'il y a aussi dans les gradins avant d'arriver en salle d'échauffement, c'est éperdument étourdissant quoi. Voilà, tout est rare, donc tout est précieux et du coup chaque touche a un impact. Le masque il est plus lourd, la tenue elle est plus lourde, enfin tout est différent. Ouais. Et alors forcément, on y pense, mais alors si c'est un moment précieux, les Jeux Olympiques, il y a un moment encore plus précieux, c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est clair. Vous serez tous les deux sur la ligne de départ, j'imagine, puis vous représentez quelque chose dans des sports qui sont, disons-le clairement, sous-médiatisés le reste de l'année. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, Paris 2024 ? Ça serait, je pense que pour tous les deux, l'aboutissement d'une carrière. Déjà là, c'est une belle mise en lumière, mais là, à la maison, on a vécu des Jeux de fou à Tokyo sans public. Et là, vivre la même chose à la maison, ça serait phénoménal. Donc c'est impossible de s'arrêter là. Donc forcément, on va repousser toutes les limites d'entraînement, d'âge, tout ce que vous voulez. On va aller chercher des choses qui vont être incroyables, mais on va être porté par tout un public. Voilà, une cérémonie d'ouverture avec 601 personnes au bord de la scène. Tout le monde va pouvoir le vivre. On est juste impatient de pouvoir faire vivre ça au peuple français et nous vivre cette émotion de façon un peu égoïste. Oui, Paris, on a la chance d'avoir vu les Jeux dans d'autres pays, dans d'autres villes, de voir qu'on est tous ensemble. Et tu vois la petite gymnaste qui a 15 ans, le basketteur de 2 mètres, des gens venus de toutes les couleurs, de tous les gabarits, et de se dire que peut-être qu'on va pouvoir vous accueillir chez nous et qu'en plus on va pouvoir faire partie de ce spectacle. On est très chanceux, donc évidemment beaucoup de monde veut cette place-là. Mais quoi qu'il arrive, on sera acteur de ces Jeux et ça peut vraiment changer nos vies parce que nous, ça a changé nos vies, les Jeux Olympiques, et d'avoir ça chez nous, c'est encore, on est fiers en fait. Ouais, et alors, au-delà des Jeux Olympiques, vous avez tous les deux en fait un métier dans la vie civile, vous êtes kinésithérapeute. Exactement. Vous êtes journaliste à France Info, enfin vous faites des chroniques à France Info très régulièrement. Vous êtes fontenoisienne. Qu'est-ce que ça représente en fait à un moment, quand on sort de cette bulle enchantée qu'est la compétition sportive, en fait, le retour aller à la réalité? C'est des moments pour moi très importants parce que c'est comme si vous étiez devant votre dressing et vous aviez plusieurs casquettes. Des fois, je mets la casquette d'escrimeuse, des fois la casquette juste de femme, des fois la casquette de journaliste. Et c'est très important pour l'équilibre du quotidien et de pouvoir choisir, c'est aussi un luxe. Et voilà, c'est tout un équilibre. Des fois, c'est un peu plus dur à l'entraînement, vous prenez des coups sur la tête et puis boum, vous allez au travail ou vous rentrez chez vous et puis vous avez une nouvelle idée parce que vous passez dans un endroit sympa et puis hop, c'est parti. Voilà. C'est la chance d'avoir un joli dressing et d'en prendre soin. Ouais. Alors Axel, vous, votre
dressing, il y a quoi? Pas mal de choses. Mais c'est comme Cécilia, c'est un vrai équilibre. Voilà, j'ai la chance aussi d'être papa, donc ça fait partie aussi de mon équilibre. Voilà, pas longtemps après, j'ai emmené mon fils à la rentrée scolaire. C'est des émotions qui sont super belles aussi, et c'est important de savoir vivre ce moment simple entre guillemets, parce qu'on a été des rockstars et c'était vraiment le cas et c'était dingue, mais après revenir et chercher sa baguette, emmener son fils à l'école, faut aussi les vivre et les apprécier, et en plus on était reconnus certaines fois, donc c'était marrant. Qu'est-ce que ça représente, Jean-Philippe, d'avoir 2 athlètes comme ça de très haut niveau pour une ville comme Fontenay-sous-Bois? D'abord, ils l'ont dit, mais le sport c'est extrêmement important. Dans nos politiques publiques, le sport pour tous, il y a énormément de licenciés, on aide beaucoup les clubs, et donc évidemment les Jeux Olympiques, c'est la mise en lumière de plein de sports qu'on n'a pas l'habitude de voir médiatiquement au quotidien. Et puis en plus, je connaissais un peu Cécilia, je ne connaissais pas Axel avant. C'est des gens super, vous l'avez vu, simples, et c'est important de mettre en valeur des sportifs, de montrer qu'on est aux jeunes générations que le sport, ça peut être aussi pourvoyeur de plein de valeurs, de plein de choses. D'abord pour la santé, et on le voit pendant la pandémie, et puis de manière générale à l'équilibre de la vie. Et puis parfois, quand on a beaucoup de talent, on peut réussir à être un jour champion olympique. Et donc, champion olympique, ou alors tous les sports en fait qui naviguent, enfin tous les métiers pardon qui naviguent autour du sport. C'est ça qui est aussi intéressant. Et peut-être Axel, Cécilia, qu'est-ce que ça représente pour vous justement que vous puissiez être un exemple pour des générations en fait de jeunes sportifs qui vous regardent dans la télé et qui derrière vont aller s'inscrire dans un club d'escrime, d'autres vont aller faire du judo? Juste, je serais fier d'avoir un enfant qui me dit voilà, tu m'as fait rêver. Et moi, à mon tour, j'ai rêvé et j'ai atteint un objectif, que ce soit dans le sport, dans la culture ou d'autres, n'importe quel autre domaine. Voilà, il faut rêver. Je pense qu'il faut rêver grand. Quand on rêve grand, on peut réaliser de belles choses. Et ce serait le discours que je voudrais tenir à un petit garçon qui serait face à moi. Voilà. Ouais. N'hésite pas à rêver. Après, travaille, fais beaucoup de choses. Ouais. Entoure-toi des bonnes personnes et tu pourras vivre des choses incroyables. Nous, ça nous a construit humainement. La médaille, elle est là, c'est cool. Mais surtout, humainement, ça nous a tellement apporté le sport que c'est ce qu'il faut mettre en avant, je pense. Cécilia, c'est aussi comme ça que vous l'avez vécu, vous Enfin, j'imagine qu'effectivement, pour l'escrime, en plus, le fait de pouvoir se dire, bon, je donne un exemple en fait, à des gens qui n'auraient peut-être pas été vers ce sport de manière naturelle, que ça peut être aussi des trajectoires, des métiers. Vous êtes donc journaliste aujourd'hui sur France Info. Voilà, il y a tous ces à côté aussi du sport. Oui, c'est la chance de trouver un sport qu'on aime, mais ça va au-delà même d'un sport, des choses dans lesquelles on peut être passionné et s'investir complètement, attiser sa curiosité continuellement. Et il y a une forme de responsabilité. C'est vrai que quand on est rentré, on s'est rendu compte de ça. C'est important parce que moi, quand j'avais 13, 14, 15 ans, tout de suite, je regardais mes aînés, je regardais comment ils font, comment ils s'entraînent, où ils vont, comment ils mangent, comment... Et c'est vraiment important, c'est une vraie responsabilité. La force de l'exemple, j'y crois éperdument. Et en fait, voilà, c'est inspire-toi des plus grands. Donc moi, quand j'avais des aînés qui étaient champions olympiques, champion du monde, je les regardais et créer son propre talent. Je ne peux pas dire faut faire ça pour réussir. Juste, voilà, ça marche comme ça, tu peux trouver ton style et voilà. Quand on cherche, forcément, on trouve quelque chose et c'est important via le sport, via le théâtre, via la culture, via autre chose, d'attiser sa curiosité continuellement. Ouais, tant qu'on rêve grand, hein, comme vous le disiez à l'instant. Jean-Philippe, la ville a été classée en fait à une labellisation terre de jeu. Qu'est-ce que ça change pour les Fontenaisiennes et Fontenaisiens? Ça changera de ce qu'on a envie d'en faire. Ouais. Et ce que j'aimerais bien qu'on en fasse avec toute l'équipe municipale, j'espère avec Axel et Cécilia, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les Jeux, et notamment les Jeux de Paris, soient un événement populaire, partagé par l'ensemble de la population et notamment les jeunes générations. Et donc on va travailler à mener des actions grand public ou d'initiation, je ne sais pas, en tout cas de partage qui permettent de faire découvrir et les sports et les Jeux Olympiques et que ce soit une belle fête populaire et pas simplement, comme certains peuvent le dire, et ce qui est vrai par ailleurs parfois, un ovni tous les 4 ans, surtout comme charge financière. C'est avant tout la joie du sport. Moi j'ai encore mes yeux d'enfant, à la fois sur les Jeux de Tokyo quand il y avait des médailles, mais où j'ai des souvenirs des JO de Barcelone avec la Dream Team, j'ai des souvenirs de Marie-Jo Pérec, enfin voilà, parce que les JO, il n'y a que le sport en fait qui exactement. peut créer ce type d'émotion et puis qui collective. dépasse toutes les énergies et avec lesquelles on peut avoir des moments de partage et de fraternité de manière géniale. Et ce, dès le stade, en fait, par exemple, de l'Union sportive de Fontenay. Exactement. Voilà, ça ne commence pas qu'au JO pour Tout avoir à fait. ce type d'émotion. Bon, écoutez, de toute façon, on suivra, hein, on espère. De toute façon, vous n'avez pas le choix, on est tous derrière vous. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous repartez avec d'autres médailles de la ville. Merci. Très bien aussi. Et d'ailleurs, on remercie la Forge
grâce à qui en fait ces prix ont été faits. C'est un Fab Lab. Le Fab Lab municipal. Ouais, qui a donc fait ça à l'imprimante 3D. Très beau. Exactement. Exactement. Bah, écoutez, merci. Un dernier mot peut-être, monsieur le maire? Pour souhaiter une très belle année à toutes les Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens, des vœux évidemment de santé dans la période qu'on vit, c'est extrêmement important, des vœux de bonheur et puis surtout des vœux de fraternité, d'espoir, parce qu'on en a bien besoin en ce moment pour essayer d'envisager l'avenir de la meilleure des façons possibles. Et on remercie, car nous sommes ici en fait à la Halle Roubleau, au comptoir précisément de la Halle Roubleau. On remercie Sophie et Pierre et toute l'équipe de Musique au comptoir. Musique au comptoir, vous allez pouvoir découvrir sur leur programmation, sur leur page et sur leur site, Musique au comptoir. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, prendre des places, parce que la culture, on a parlé du sport, mais la culture c'est aussi extrêmement important, surtout dans les moments qu'on traverse, surtout avec cette pandémie, se nourrir de culture. Vous allez pouvoir retrouver leur programmation de jazz, de musique du monde, venir aussi au brunch musical du dimanche. Voilà, on n'attend plus que vous. D'ici là, très bonne année à tous, prenez soin de vous et à l'année prochaine.